podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête et avec des mots simples, voilà, chaque semaine sur Apple Podcast, Spotify, je sais pas moi, Podcast Addict. Eh ben, on vous explique la politique loin de la petite réforme qu'on aura oubliée demain. Et comme chaque lundi, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. Alors, de quoi on va parler cette semaine ? Eh bien, on termine cette triptyque sur la base de la base de la base de la base avec le vote. Et bah, pour introduire ce sujet, petit extrait sonore. Francis, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Méditez. Maud a choisi son camp, celui des rouges. Francis le doyen fait les frais de ce renversement d'alliance. Wafa, vous êtes surprise par l'issue de ce vote ? Ah, totalement surprise, ouais. Pourquoi ? Je pensais pas du tout que ça allait être Francis qui allait sortir. On s'était mis d'accord chez les jaunes, mais apparemment quelqu'un a fait l'anguille. Je suis aussi, ce matin on s'est parlé entre quatre yeux. Et vous aurez reconnu ce chef-d'œuvre de la télévision française, Koh-Lanta, qui est vraiment une expérience. Alors, pas de république, démocratique, peut-être, en tout cas de vote. Et parce que c'est le sujet du jour. Et bah, c'est quoi le vote, Nemo ? Alors déjà, je vais faire une parenthèse, mais si vous parlez anglais, matez Survivor plutôt que Koh-Lanta, c'est vraiment une bien meilleure émission. Parenthèse terminée. Eh bien, le vote, tout simplement, c'est l'expression de son opinion face à une question posée, sachant que le principe du vote, c'est qu'en général, chaque personne dispose d'un vote, d'un bulletin de papier, et qu'à la fin, on compte, et c'est le camp qui a le plus de votes qui gagne. Ça, c'est la manière la plus simple du monde. Mais le fait de voter, c'est tout simplement, en quelque sorte, on pourrait dire un synonyme d'exprimer son opinion, ou en tout cas de prendre une décision ou une part de la décision. Alors, le vote, c'est un peu le truc le plus basique de la politique, en tout cas de la démocratie, en tout cas quand on pose des questions et que en tant que citoyen, on peut répondre. Ouais. Et je dirais même que ça va jusque dans la sphère privée. Par exemple, prenez une situation toute bête. Vous êtes 7, vous devez choisir un endroit où aller aujourd'hui. Vous êtes en vacances, vous devez choisir un endroit où aller aujourd'hui. Il y en a 3 qui veulent aller à l'endroit A, 4 qui veulent aller à l'endroit B. Généralement, on dit, on fait un vote, quoi, en quelque sorte. Ça arrive dans la vie de tous les jours de faire des votes. Même par exemple, pour ne serait-ce que organiser quelque chose, vous pouvez faire un doodle, un framadat qui consiste chacun à voter pour la date qu'il préfère. Et c'est vraiment une base de la politique et on va essayer là pendant une douzaine de minutes de challenger, de questionner ce principe qui est vraiment fondamental de la démocratie et de la République, en tout cas actuellement. Alors, peut-être déjà première question, faut-il un vote obligatoire ? Est-ce qu'on doit obliger légalement les gens à voter pour ce qu'ils veulent, mais en tout cas à voter ? Alors, c'est une vraie question. Déjà, parenthèse personnelle, moi j'y suis favorable. Voilà, fin de la parenthèse personnelle. Okay. Mais je préfère le dire, parce que forcément, ça influence le propos que je vais tenir. Je pense qu'effectivement, le vote obligatoire, c'est quelque chose qu'il faut envisager, parce que, comment dirais-je, le fait de devoir aller voter signifie pas que vous êtes obligé d'exprimer une opinion. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes face à une question qui ne vous plaît pas, et moi, ça m'est déjà arrivé face à des élections où, par exemple, les 2 candidats restants m'intéressaient pas, je vais voter blanc ou je vais mettre n'importe quel... ou pas de bulletin, par exemple. Le fait de voter ne signifie pas forcément exprimer un vote. L'absence de vote, c'est également voter. S'abstenir, venir pour ne pas glisser de bulletin dans l'urne, c'est certes s'abstenir, mais c'est également voter en quelque sorte. Donc vous ne pouvez pas échapper au vote. C'est comme la prise de décision. Vous êtes obligé de prendre une décision. Si vous ne faites rien, votre décision, c'est de ne pas prendre de décision. Et il va y avoir quand même des conséquences. Donc pour moi, le vote, il est déjà plus ou moins obligatoire, c'est juste comment on le formule. Donc oui, si je te suis bien, l'abstention serait donc une sorte de vote blanc, vote nul, je ne sais pas comment dire... de non-vote, quoi. De toute façon, c'est comme essayer de voter. Essayer de ne pas voter, c'est comme essayer de ne pas respirer.
Tu peux pas. Ou de pas prendre de décision. Tu prends toujours une décision. Dans la vie de tous les jours, on prend des décisions. Le fait de venir participer à cette émission, c'est une décision, par exemple. Et si je n'avais rien fait, j'avais pas pris de décision, j'aurais quand même pris la décision de pas venir. C'est comme, par exemple, ces députés qui parfois sortent de la salle au moment des votes pour ne pas avoir à voter. On appelle ça voter avec ses pieds. Oui. C'est clairement, lorsqu'il y a certains députés, par exemple, généralement c'est d'une majorité, qui ne souhaitent pas valider une décision du gouvernement et qui pour ça laissent l'opposition devenir majoritaire, on dit qu'ils ont voté avec leurs pieds. Et aussi, des partis minoritaires, même si la minorité, forcément, c'est pas forcément quelques-uns, ça peut être des centaines de personnes parfois, qui décident de s'abstenir, de sortir de la salle parce que, de toute façon, elles sont minoritaires, elles savent que la majorité va voter ce qu'elle veut, donc voilà. Ce qui s'est passé récemment pour la décision du troisième confinement, pardon. C'est le non-vote, c'est un vote, ça peut être considéré comme un vote de protestation aussi. Donc voilà, le vote, c'est vraiment une démarche. En fait, ça va être quasiment l'émission la moins politique de Restons Polis, le sujet du vote, parce que le vote est tellement un processus de prise de décision ancré dans ce qu'on fait que son absence est plus remarquée que sa présence. Il existe des zones qui échappent au vote. Par exemple, on pense le milieu du travail, le monde de l'entreprise. Par exemple, vous n'avez pas un droit de vote face à une décision de votre supérieur direct. Ça fonctionne pas avec le vote, quoi. J'allais dire, c'est pas une démocratie, mais c'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Donc, la démocratie s'exprime pas que par le vote, mais le vote en lui-même, c'est quelque chose de tellement facile, tellement banal, qu'on peut encore s'interroger sur la notion totalement politique de cet acte. Et justement, pour essayer d'un peu de tester ce que tu dis et le principe de vote, est-ce que justement on ne peut pas faire autrement et, alors j'allais dire voter par l'action, mais plutôt ne pas voter et agir, parce que par exemple, quand on a un ordre professionnel ou autre qui est manifestement illégal, on peut juste refuser de le faire. Et alors on n'a pas le droit de vote, mais du coup on va dire écoute, vire-moi, de toute façon tu vas être dans l'illégalité. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas agir, c'est aussi une action. Évidemment, ne pas agir, c'est pas la même chose que refuser d'agir, mais est-ce que ne pas agir, c'est aussi pas en quelque sorte un refus un peu moins direct. Mais c'est une vraie question pas le coup. En fait, je pense à ça parce que par exemple, on sait que sous l'occupation, il y a eu des cas de résistance en fait, pas de sabotage, mais en tout cas de non-zèle au travail, dirons-nous, pour en fait réduire l'action de l'occupant au maximum et donc soutenir la cause de la résistance. Appliquer toutes les règles strictement à la lettre, demander 3 niveaux de validation, plein de petites astuces pour réduire la force de travail. Mais là, t'en viens justement à l'angle mort, un petit peu la façon, le mot que j'ai envie de dire, c'est le mot manipulation. Parce qu'un vote, en fait, ça demande un contexte, comme beaucoup de choses, mais tout vote doit être contextualisé. Il y a plusieurs questions. Qui a voté ? Quand ont-ils voté ? Sur quoi ont-ils voté ? Comment ont-ils voté ? Et tout ça, c'est des questions absolument pertinentes, parce que sinon, un vote en lui-même, en réalité, si tu ne connais pas le contexte dans lequel il s'est déroulé, tu ne sais rien. Et je sais que c'est une technique qui était utilisée notamment au Parti socialiste à une certaine époque, où des gens attendaient les fins des réunions vers 1h, 2h du matin pour que ne soient plus là que les militants de leur bord et que qu'on vote avec un public restreint. Mais le vote, c'est une donnée, c'est ultra manipulable. Et d'ailleurs, on a mis Koh-Lanta au tout début. Qu'est-ce que c'est que Koh-Lanta, si ce n'est que le principe de manipuler des scrutins pour arriver à le faire tourner dans le sens qu'on a envie. C'est exactement comme ça. Et le vote en lui-même, en fait, dire on va voter, ça paraît quelque chose de très... pas de très neutre, mais de très positif, tu vois, ça a une bonne connotation de dire on va voter. Alors qu'en réalité, tout dépend de comment on vote, sur quoi on vote, etc. Enfin, je veux dire, tu peux manipuler une prise de décision par l'organisation du scrutin, c'est absolument dingue. Je parlais dans une émission précédente du découpage électoral, mais c'est exactement ça. En fonction de la façon de qui vote dans les circonscriptions, tu n'obtiens pas du tout le même résultat. Vraiment, c'est quelque chose de très facilement manipulable. On parle souvent de manipuler les électeurs, de la façon dont ils s'informent, de la façon dont ils votent, etc. Mais déjà, avant de parler de ça, déjà déterminer qui est venu voter, qui a le droit de vote, et quelles sont les décisions qu'ils peuvent prendre. Enfin, c'est vraiment le vote, oui, mais dans quel contexte ?
Alors, oui, alors c'est intéressant parce que tu as parlé donc de Koh-Lanta et c'est une expérience de vote qui est très particulière puisque on sait ce que les gens votent. Et ça change beaucoup de choses. En tout cas, en France, le vote est anonyme. On n'a pas le droit... Il y a eu de nombreux articles aux États-Unis qui expliquent que notamment Donald Trump aurait été impeach par le Congrès, par le Sénat, si le vote était anonyme. Si on ne savait pas quel sénateur avait voté pour quoi, il y avait des chances que le résultat soit complètement différent, puisque les conséquences sont absolument dingues. Rappelons en termes de manipulation qu'il y a aussi les pressions extérieures. Ça, c'est quelque chose d'absolument dingue. Pourquoi est-ce que certaines parties du patronat veulent que les syndicats, la mise en place de syndicats soit conditionnée à un vote des employés? C'est parce qu'ils savent que ce vote, c'est une façon simple de mettre la pression. Et par exemple, si j'apprends que tu votes telle ou telle chose, ça peut changer mon comportement et peut-être discriminer d'une certaine manière. Et ça, c'est d'ailleurs une des questions qui est posée par le vote par correspondance. Certains ont la crainte que du fait de la proximité, on peut dire à sa compagne ou son compagnon ou son coloc, que sais-je, ah bah tiens, non, tu votes ça, et du coup entraîner d'autres problèmes. Donc la question du vote, doit-il être secret? J'ai pas envie de dire que c'est réglé, mais quasiment, quoi. Quasiment, oui, bien sûr. Le vote secret garantit beaucoup de choses. Après, le vote ne doit pas toujours être secret. Ce serait un scandale si, par exemple, les votes à l'Assemblée nationale étaient secrets. Les scrutins publics sont d'ailleurs des scrutins qui s'appellent publics pour une raison, c'est qu'on sait ce que chaque député a voté. Et on en a besoin, normalement, pour se faire une opinion sur le travail de son ou sa députée. Donc voilà, le vote secret, c'est pas toujours évident. Encore une fois, on est vraiment sur une question de contexte. Et en même temps, pour reprendre une expression en marche, dirons-nous, il faut savoir aussi respecter le vote. Typiquement, dans le cas de sénateurs ou des députés, qui disent « tiens, moi je défendrai telle ou telle cause » et qui, au final, en séance, ont une vision, une lecture plutôt différente, ça peut arriver. Ou je pense aussi, par exemple, au fameux référendum sur la Constitution européenne, où la France a voté majoritairement non, et quelques années plus tard, sous Sarkozy, c'est passé par le vote de députés et de sénateurs. Donc c'est quand même le respect du vote des citoyens et quelque chose de compliqué, dirons-nous. Tout à fait. C'est vraiment, on est totalement dans l'idée de dire qui vote. On a déjà parlé de suffrage censitaire, où le principe du suffrage censitaire, c'est qu'on change la population qui vote. C'est-à-dire tout le monde ne peut plus voter tout d'un coup, donc peut-être que la décision n'est pas tout à fait la même, mais la manipulation des scrutins, la manipulation du vote, etc., c'est quelque chose de très courant. Parce que comme on ne peut pas s'attaquer au geste de voter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le fait que les gens aillent prendre un bulletin et le mettre dans une urne et qu'on compte à la fin, on peut s'arranger pour interpréter à la fin le résultat de la façon qui nous intéresse, ou on peut s'intéresser sur les règles qui permettent d'exprimer un bulletin. Et c'est d'ailleurs, je suis désolé de revenir, mais c'est un tropisme, on va dire, aux États-Unis, c'est un vrai enjeu à l'heure actuelle, c'est qui peut voter, dans quelles conditions, etc. En France, on a heureusement on se pose un peu moins cette question, mais il y aurait quand même des questions à se poser. Ça a été changé récemment, mais jusqu'à il y a peu, pour voter, il fallait s'inscrire sur les listes électorales, il y avait des délais, etc. Rien que le fait de changer le délai d'inscription sur les listes électorales, tu peux changer la nature d'un électorat. Rien que le fait de proposer des modes de scrutin un petit peu différents. Imaginons par exemple qu'en France, on vote le lundi après-midi. Et que, en théorie, ton patron est censé te laisser partir pour aller voter. Est-ce que tu diminues pas le vote ouvrier, le vote employé en faisant comme ça, plutôt que de dire on va voter un dimanche? Les heures d'ouverture des bulletins, des urnes, etc. Ou par exemple, la nécessité de super majorité. Ça existe également pour des prises de décision. Dans les assemblées parlementaires, pour certaines décisions importantes, il faut ce qu'on appelle une super majorité. Ou des majorités qualifiées, tu veux dire? Ouais, par exemple, il faut 60% des votes pour que ça passe, etc. Je vois qu'on arrive doucement autour des 15 minutes. J'ai une autre question par rapport au vote, puisqu'on a beaucoup parlé de démocratie représentative.
En tout cas, à l'Assemblée, c'est à peu près 300 personnes qui votent pour 67 millions de Français. Alors, c'est 577 députés. 500, pardon, excuse-moi, j'étais... 577. Je confonds majorité et toute l'Assemblée, n'importe quoi. Bref, donc c'est 500 personnes qui votent pour 67 millions de Français. On a envie de dire, bon bah, ça suffit, enfin, pas besoin d'avoir plus, ou alors peut-être qu'on peut même avoir moins, puisqu'après tout, si on fait la proportion... C'est une question, mais par exemple, si l'Assemblée nationale était à la proportionnelle, la question pourrait se poser différemment que s'il est maintenant au scrutin majoritaire. C'est-à-dire, si on élisait, on prenait un sondage global, c'est-à-dire on faisait une élection globale au niveau du pays et qu'un parti qui a 10% des voix obtient 10% des députés, on pourrait se poser la question du nombre de députés. Par exemple. Par contre, au scrutin majoritaire, ça veut dire que y a des circonscriptions, donc il faut les redécouper. Comment on les redécoupe ? On en arrive au charcutage électoral. Voilà. Alors en France, on a un nombre de députés fixe. L'Allemagne, par exemple, a un nombre de députés qui varie en fonction des résultats pour s'adapter justement aux proportions qui ont été votées. Mais le système électoral allemand, on pourrait faire une émission complète pour expliquer comment elle fonctionne. Mais voilà, il y a différents types de systèmes à ce niveau-là. Voilà, c'est vrai qu'on parle de la complexité française, mais la complexité allemande, des fois, elle est pas mal aussi. Dernière question, c'était... on parle souvent de sondages en France et on a l'impression que les sondages font tout. Est-ce que être sondé, ce n'est pas voter ? Je sais pas, t'as déjà été sondé, toi ? Oui, quand j'étais gamin, mais c'était pour des pubs à la noix. Parce que moi, jamais, donc tu vois. Après, voilà, l'art du sondage, effectivement, ça suppose d'avoir un public représentatif, etc. Sonder, c'est voter, je suis très méfiant là-dessus. Vraiment, on dit souvent que oui, le sondage est une photo de l'opinion à un instant T. Bon, c'est pas tant que j'ai confiance à la photo que faut parfois un peu se méfier du photographe, quoi. Parce que n'oublions pas que le sondage est une commande, malgré tout. C'est-à-dire que quelqu'un paye pour avoir ce sondage. Je suis bien d'accord, et d'ailleurs, c'est intéressant de se rappeler l'élection de 2002, qui, alors qu'il y avait des champions au sondage, c'était pas le cas. L'élection de 2002, je suis désolé de prendre un peu de temps, mais en réalité, les sondeurs ne se sont pas tant trompés que ça en 2002. Si tu regardes les derniers sondages, on va dire les photos finish, qu'ils se sont plantés un peu en 2017 malgré tout, quand c'était Fillon qui était assuré de l'emporter, quoi. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui moult sondages pleuvoir sur la prochaine présidentielle. Bon. Vu, et j'insiste là-dessus, vu comment un sondage est contextualisable et manipulable, un vote est contextualisable et manipulable, je pense qu'on peut le prendre avec des pincettes. Et les élections aux États-Unis nous l'ont encore une fois prouvé l'année dernière. Ce qui me fait souvent dire, et je serais très curieux d'avoir ton opinion là-dessus avant de conclure, que peut-être que le meilleur sondage, c'est le vote, peut-être. Oui, bien sûr, c'est même pas discutable. Mais par contre, c'est l'acte final. Étant donné que le vote est influencé par les sondages, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ce qui pose la question de faut-il interdire les sondages, mais je ne commencerai pas le débat aujourd'hui. Merci beaucoup, Nemo. Eh bien, merci Adrien. On te retrouve dans À Gauche Toute avec moi et on te retrouve dans Swing State pour parler de politique américaine où il est un peu question de vote, un peu beaucoup aussi. Ah oui, on adore ça. C'est vraiment... c'est notre grande passion, c'est le Sénat américain où les votes, c'est vraiment... c'est tout un art. Vous êtes bien courageux. Allez, on te retrouve du coup dans ces podcasts-là. On remercie Suzy Q pour le générique. On remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. On remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Je vais y arriver. Et puis on vous remercie, vous, de les petits mots. Et n'oubliez pas que le vote, c'est important. Vous le faites en écoutant en quelque sorte cette émission. Vous votez pour nous. Mais rappelez-vous qu'aussi le commentaire et l'action sont très importants. Donc on attend vos commentaires et on vous encourage fortement à passer à l'action si vous avez des causes qui vous sont importantes. Peu importe que vous soyez majoritaire ou pas, d'ailleurs. C'est clair, pas besoin de voter pour s'engager. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.